Au fait, l'association de femmes de médias, c'est un outil. C'est une organisation créée de sa base pour donner la voix aux sans-voix. Et lorsqu'on parle des personnes sans voix, ce sont des personnes opprimées, ce sont des victimes des différentes atrocités et qui n'ont pas cette chance de s'exprimer. Et si elles ont la capacité de s'exprimer, mais elles sont bloquées parce qu'elles sont victimes et elles sont bloquées physiquement, psychologiquement, psychiquement pour exprimer leur souffrance. Et donc, AFEM a été créé comme un outil pour essayer de venir en aide à ces femmes, de parler pour eux, de devenir leur messager, de porter le message très haut pour que le monde entier, pour que leur propre pays puisse les écouter et entendre leur voix. Donc, AFEM s'est constitué en ambassadeur de ces femmes qui n'ont pas de droit, de ces femmes qui n'ont pas de voix. Et AFEM développe plusieurs projets pour essayer de parvenir et d'arriver à ses propres objectifs. Le premier projet, c'est le plaidoyer au niveau local, au niveau national, régional, africain, international. Et AFEM a été créé depuis 2005. Et aujourd'hui, les résultats sont là parce que nous avons réussi à faire entendre notre voix, à faire entendre la voix de ces personnes sans voix parce que AFEM ne parle pas pour les femmes qui animent AFEM, mais AFEM parle au nom de celles qui ont besoin plus d'appui, qui ont plus besoin qu'on vienne en aide, enfin que les choses puissent bouger, que ceux qui sont obligés ou ceux qui ont le pouvoir d'agir puissent agir et remettre ces femmes dans leurs droits. AFEM également développe des projets de remise à niveau et de remettre les femmes dans leurs droits. Et AFEM est consciente au fait de la place de la femme au sein de la société. Et AFEM développe plusieurs projets pour que la femme puisse participer à la vie de son propre pays, dont la République démocratique du Congo. Ainsi donc, AFEM forme les femmes pour qu'elles deviennent des leaders dans leur propre communauté, que ces femmes puissent sortir de l'état de victime pour un état de femmes leaders et de femmes de pouvoir. Également, AFEM essaye de donner également la voix aux femmes en créant une pépinière de femmes journalistes. Enfin que ces femmes journalistes, comme nous le savons, le média constitue une force, le média constitue un pouvoir et donc nous avons estimé que cette femme également, non seulement doit être actrice elle-même en tant que femme politique, en tant que femme économique, fortement économique, en tant que femme fortement sociale, et la femme également doit parvenir à être formée pour défendre le droit, pour dénoncer, pour être dans tous les secteurs de la vie politique et donc de la vie sociale. Et donc c'est entre autres les médias. Donc nous formons également les femmes pour devenir de vrais journalistes et de changer l'image de médias parce que il faut évoluer et avoir le média sensible au conflit, les médias sensibles à la paix, les médias sensibles à la question du genre et les médias sensibles à la question du droit de l'homme. La Radio Okapi, je suis salariée à Radio Okapi et c'est un outil également créé par les Nations Unies dans son programme de maintien de paix. C'est une expérience spécifique et spéciale de Nations Unies. C'est la première radio à travers l'histoire des Nations Unies qui a réussi sa mission. Partout où les Nations Unies sont implantées dans son programme de maintien de paix, les Nations Unies créent des radios pour accompagner la paix. Mais souvent, ça n'a pas d'impact. Mais aujourd'hui, l'ONU a réussi à avoir cet outil qui est la Radio Okapi.
C'est une radio très très importante en République démocratique du Congo. Et elle est écoutée sur toute l'étendue de la République. C'est une radio qui apporte la paix, c'est une radio qui donne la place à la femme, c'est une radio qui est, comme on dit, c'est comme une église au milieu du village, c'est-à-dire c'est une radio qui donne la place à la population de communiquer avec ses dirigeants dans les structures de paix. Et je suis très heureuse, très fière de travailler pour cette radio qui me donne l'occasion en fait, d'exprimer tout ce que je ressens, tout ce que je veux faire dans cette dynamique de paix, de pacification et de venir en aide en dénonçant, en parlant de la situation de la femme. J'ai créé aussi une autre association qui est l'Alliance de femmes pour la promotion de valeurs humaines et l'autonomisation de la femme. Et la question est de savoir pourquoi j'ai créé ça, et pourtant il y a déjà AFEM et que je travaille à Radio Okapi. Donc je me suis rendu compte que les objectifs de AFEM sont limités par rapport aux dénonciations, aux plaidoyers et ainsi de suite. Et je n'étais pas satisfaite parce qu'il y avait d'autres volets dont je voulais intervenir, dans lesquels je voulais intervenir. Parce que je voyais au fait que ces femmes à qui nous avons réussi à donner la voix, elles sont maintenant capables de s'exprimer, elles sont capables de dénoncer les choses, mais il faut les rétablir dans leurs droits. Il faut que ces femmes puissent revivre. Et la question s'est posée, c'était l'autonomisation de la femme. Comme AFEM ne pouvait pas travailler dans ces thématiques, j'ai créé à côté de AFEM cette association qui s'appelle AFIDEP. Et là, nous donnons des microcrédits aux femmes pour que cette femme essaie un peu de participer elle-même à sa vie, à sa propre protection, parce que l'autonomie, l'indépendance économique donne le pouvoir. Le prix Prince des Aturi, au fait, l'argent reçu, l'argent du prix, a vraiment changé les vies. Ça donne le sourire déjà à certaines femmes qui participent dans notre projet, parce que nous avons créé de microcrédits par rapport autour de notre organisation AFIDEP, Association des Alliance de femmes pour le développement. Et comme je dis, c'était une vision que j'avais, c'était une préoccupation, parce que ces femmes, on les formait, mais elles nous posaient toujours la question, mais ok, on est formés, on est d'accord pour accepter les changements, mais qu'est-ce qu'on va devenir? On n'a pas de travail, nos enfants sont là, n'étudient pas, nous n'avons pas de maison, nous n'arrivons pas à payer nos loyers. Et cette situation continuait à enfoncer la femme dans sa situation de victime. Elles acceptent évidemment de participer à leur propre thérapie, mais lorsqu'elles manquent à manger, lorsqu'elles manquent de quoi payer les études de leurs enfants, elles replongent. Alors il était urgent pour moi d'essayer de trouver des moyens, des mécanismes pour aider ces femmes pour leur autonomisation. Et ce prix est bien tombé parce que ça m'a procuré un peu de moyens. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais c'est vraiment, ça nous a aidés. Et aujourd'hui, il y a 150 femmes qui participent à ces projets. Il y a certaines femmes qui sont en train de faire de petits commerces, d'autres ont choisi l'élevage, d'autres ont choisi des activités artisanales. Et voilà qu'elles sont en train de se reconstituer petit à petit. C'est peu. Ça nécessite encore plus de moyens, ça nécessite encore de les renforcer davantage, mais le peu qu'elles ont réussi et le peu qu'elles sont en train de faire, ça prouve vraiment que l'autonomisation de la femme, c'est vraiment très important pour que cette dernière arrive à être assez libérée, à être indépendante. On peut dire il y a quelques années, c'était difficile, la guerre a continué, en fait la guerre était présente, mais aujourd'hui la situation sécuritaire en termes de conflits armés évolue parce qu'il y a pas mal d'efforts avec le gouvernement congolais
qui a fait des efforts énormes dans la pacification, ensemble avec ses partenaires. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même un accalmie. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de poches de résistance des groupes armés. Et l'insécurité continue toujours. Et il y a quelques jours, un rapport est sorti d'une organisation toujours en RDC qui a dit que la partie Est, la ville dans laquelle je vis, c'est la partie la plus dangereuse. Il y a toujours l'insécurité. Mais quand même aussi, notre façon de voir les choses a évolué. C'est vrai que j'avais toujours peur, on ne savait pas si le lendemain on arrive à la maison, on dit merci à Dieu parce que bon, on est à la maison, on a fini une journée et on arrive à la maison, on dort, on ne sait pas si le lendemain on va se réveiller. Cette angoisse continue, mais en fait, c'est en fait ma psychologie de voir la chose qui a un peu évolué aussi. Je n'ai plus peur. C'est vrai que la même situation persiste parce qu'il y a l'insécurité au fait des bandits qui sont toujours dans la ville. Euh, on ramasse les corps sans vie à travers la ville, on attaque les gens chaque nuit, ainsi de suite. Donc cette angoisse persiste et ça demande toujours d'être vigilant et d'essayer un peu de faire attention avec sa propre sécurité. Mais moi, sur le plan psychologique, je n'ai plus cette angoisse-là. Donc je suis au lit, je dors et puis bon, ce qui va se passer ne m'inquiète pas. Comme c'était le cas, comme c'était avant, j'étais vraiment très inquiète. J'avais très peur, mais maintenant je n'ai plus peur. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être c'est parce que je suis toujours avec ces femmes qui me donnent le courage, qui attendent un peu plus de moi et que j'ai hâte de me réveiller et d'être avec elles, que je me dis je n'ai pas le droit de penser que je peux attraper une balle dans la tête et ainsi de suite. Donc je vis le jour au jour et avec espoir que le lendemain est toujours meilleur. Donc l'espoir, comme on dit, l'espoir fait vivre. Donc j'ai l'espoir et comme j'ai l'espoir, je vais vivre. Et j'aime bien vivre pour que demain je puisse voir les choses changer dans mon pays. Ce que j'ai appris de certains parlementaires européens qui ont effectué une mission au Sud Kivu il y a quelques mois, c'est suite à un appel et à toutes ces recherches, mais aussi les plaidoyers de la société civile congolaise, des activistes congolais, également aussi des rapports des Nations Unies et aussi des autres organisations internationales comme Human Rights Watch et autres organisations qui ont toujours décrié, ils ont fait des rapports par rapport à l'exploitation illégale, source de conflits en RDC. Et il y a une loi qui a été proposée par des parlementaires européens qui ont travaillé également avec des Congolais par rapport à cette question. La loi a été votée il y a quelques mois. Oui, ça frappe toutes les minerais qui viennent de la République démocratique du Congo. Donc, on demande à toutes les entreprises, les multinationales, d'acheter les minerais légaux, c'est-à-dire les minerais qui sont contrôlés par le gouvernement congolais et qui suivent l'acheminement légal de vente au niveau international. Et c'est vraiment une bonne chose parce que même au niveau local, nous voyons les effets. Il y a des dynamiques qui se font pour essayer de régulariser les choses et essayer même d'avoir des structures, des laboratoires qui identifient les minéraux congolais. Il y a quelques jours, on a implanté un laboratoire pour analyser l'ADN des minéraux congolais, c'est-à-dire lorsque les minéraux arrivent au marché mondial par exemple ou dans un pays étranger et que ces minéraux est suspecté de passer dans les voies illégales et donc il faut l'analyser, savoir ça vient d'où. Si ça vient de la République démocratique du Congo, les États qui exploitent seront poursuivis. Et donc c'est vraiment des avancées et aussi on essaye le gouvernement congolais
essaye de mettre en place des mécanismes de protection, le mécanisme de contrôle. Et tout ça, c'est sur base des dynamiques internationales qui est en train d'être formée afin de résoudre ces problèmes de conflit. Parce que franchement, la guerre persiste parce qu'il y a ces minéraux en RDC convoités par pas mal de multinationales, pas mal des États étrangers. Donc, c'est une avancée pour nous en tant qu'activistes des droits de l'homme. Et comme je l'ai dit tantôt, ça me donne encore plus d'efforts de vivre longtemps pour voir les changements positifs et pour pouvoir dire enfin nous y sommes. Il reste mucho. Il reste beaucoup de choses à faire. Hein. Ça, ce n'est que le début, en fait. Il reste pas mal de choses à faire, de contrôler. En fait, il y a un problème aussi de porosité des frontières au Congo. C'est tout le monde qui traverse, c'est les groupes armés qui traversent au Congo, c'est tout le monde qui peut entrer comme il veut au Congo. Ça, c'est un autre problème parce que nous avons un problème de notre armée, de la police. Il faut le réformer parce que nous avons passé plusieurs années dans la guerre, l'armée n'est pas encore restructurée, l'armée est composée des différents groupes armés, donc il faut travailler sur ça pour que cette armée soit capable de protéger ses propres citoyens. Donc il y a tellement de choses à faire. Même au niveau international, il y a un problème de corruption qu'il faut régler, qu'il faut faire, il faut travailler de l'interne à l'externe. Il y a tellement. Et la praticabilité de lois qui sont en train d'être votées. Et parce que la loi existe bien évidemment, mais il faut maintenant réfléchir sur la praticabilité, c'est ça le problème. La mise en place de règlements, d'accompagnement de ces lois. Et donc, beaucoup de choses restent à faire. Et comme je l'ai dit, on a toujours espoir. Et continuons à crier, continuons à sensibiliser, parce qu'aujourd'hui, les femmes continuent à être victimes de violences sexuelles. Les femmes continuent à souffrir. Les enfants continuent à souffrir. Et donc, aussi longtemps, comme on dit, aussi longtemps qu'il y aura une seule femme victime de violences sexuelles en RDC, aussi longtemps on continuera à parler, aussi longtemps on continuera à dénoncer. Je pense que tout le monde est dans l'obligation d'accompagner la paix en RDC parce que la RDC, c'est un pays stratégique, pas seulement en Afrique, mais à travers le monde. La paix en RDC ne va pas déstabiliser les intérêts des uns des autres, mais ça va renforcer au fait les intérêts des uns des autres. Le pays est grand, le pays est immense, le pays est riche et la richesse peut être distribuée à tout le monde aussi longtemps que tout le monde respecte les droits de l'homme, respecte la dignité, l'intégrité physique des Congolais et respecte la paix et également nous pouvons vivre en paix et partager nos ressources avec tout le monde. Au Congo, nous avons la richesse culturelle musicale la plus impressionnante de l'Afrique. Et nous avons la richesse musicale dont nous sommes fiers, la rumba congolaise. Et c'est ce qui a fait que le Congo soit connu à travers le monde musical et tout. Donc moi, j'aime bien la rumba congolaise. Et j'aime la musique, j'aime le cinéma. Je lis plus les romans policiers et aussi les romans, les enquêtes juridiques et voilà quoi. Sur l'est de la RDC, évidemment, là où je vis. C'est une partie convoitée depuis des années par les capitalismes, l'impérialiste et tout. C'est une partie de la RDC qui a toujours été conflictuelle. On a toujours voulu balkaniser l'est de la RDC, c'est-à-dire le couper et le détacher de la RDC. Par rapport à sa beauté, je ne veux pas parler ici de tout ce qui est richesse du sous-sol,
mais par rapport à sa faune et flore. C'est une partie du pays qui est très belle, avec les lacs. Imaginez-vous dans une seule province, nous avons 2 lacs les plus importants de l'Afrique et nous avons une rivière la plus importante de l'Afrique centrale qui est la source du fleuve Nil. Et donc et nous avons également des réserves naturelles très impressionnantes. Nous avons des gorilles, nous avons et des montagnes très belles. Et ça fait, c'est que tous ceux qui arrivent là-bas tombent vraiment réellement amoureux de la nature de l'Est de la RDC. Et le climat également, parce que les climats de l'Est, c'est très différent du climat de l'Ouest. L'Ouest, ça fait chaud. À l'Est, c'est tiède et il fait beau vivre là-bas. Et donc, tout le monde, en fait, ceux qui sont impliqués dans les conflits au Congo voudraient les diviser en deux, les détacher de la RDC. Et nous qui vivons à l'Est, nous comprenons pourquoi ils veulent les détacher, parce que c'est vraiment un paradis sur Terre. Le désir, c'est de voir cette Afrique-là être enfin libre, indépendante. Comme j'ai dit, je souhaite à ce que la politique internationale cesse d'utiliser l'Afrique comme son piano. Parce que le pianiste, c'est lui qui choisit le note et la musique à jouer. Et je souhaite à ce que l'Afrique cesse de se comporter comme un piano qui attend juste d'être joué. Il faut que l'Afrique arrive à se développer, arrive à se prendre en charge, arrive à respecter sa culture, arrive à respecter son autonomie, parce qu'apparemment, les dirigeants africains ne respectent pas leur autonomie, ne respectent pas l'indépendance qu'ils ont chèrement acquis. Je demanderai à tous les Africains de prendre conscience de leur grandeur. Parce que l'Afrique est grand, mais l'Africain reste petit.